Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur la chaîne YouTube de l'enseignement catholique en ce deuxième jour du campus sur la responsabilité en partage. Nous allons faire un petit point avec nos invités sur ce thème de débat. Je vous présente Philippe Delorme, directeur diocésain du Val-de-Marne, et à ma gauche, Madame Agnès Revel, excusez-moi, vous êtes chef d'établissement à Dunkerque. Monsieur Delorme, je commence avec vous. La responsabilité en partage, quand on est directeur diocésain, ça ressemble à quoi? Bonjour d'abord. Un directeur diocésain, finalement, il exerce bien sûr des responsabilités, mais ces responsabilités sont vraiment liées à la vie des établissements. Et donc, un directeur diocésain, sans les chefs d'établissement, il n'est pas grand-chose, finalement. Et donc, tout son travail, c'est d'essayer de faire vivre les établissements ensemble, de participer au ministère de communion de l'évêque du lieu, de façon à ce que les établissements eh bien, se grandissent ensemble, aient le souci du bien commun, et donc chacun est responsable de ce bien commun. Donc quand le directeur diocésain a la responsabilité de défendre l'enseignement catholique de son diocèse ou de son académie, eh bien il a aussi, c'est toujours en lien avec les chefs d'établissement, c'est en lien avec l'UROGEC, chez nous n'avons pas du DOGEC, c'est en lien avec l'appel départemental, et puis nous avons des instances qui permettent de partager cette responsabilité, comme le CODIEC, comme le CAEC au niveau académique, comme le CREC au niveau régional. Donc cette responsabilité, elle est obligatoirement partagée, parce que sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Et cette chaîne de pilotage n'est-elle pas un peu lourde parfois au quotidien? Est-ce que tout fonctionne si bien? Oh, bien sûr, tout fonctionne parfaitement, surtout à Créteil. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est le diocèse modèle, tout le monde vous le dira. Non, bien sûr, c'est pas toujours aussi simple parce qu'il y a forcément parfois des tensions, des désaccords, des établissements qui ont des désirs, des souhaits de développement et on ne peut pas y répondre. Mais je crois vraiment, et je le dis parce que j'ai la chance de vivre ma mission comme ça, c'est que dans notre diocèse, on a vraiment des chefs d'établissement qui font corps et qui, du coup, sont vraiment aux côtés du directeur diocésain et des membres de la direction diocésaine pour avancer ensemble et pour essayer toujours de mieux répondre à notre mission, la mission telle que la souhaite en tous les cas notre évêque. Très bien. Alors, je vais demander à Agnès Revel, en lui passant le micro, si en tant que chef d'établissement, vous vivez aussi cette responsabilité de façon autonome, libre, et comment la percevez-vous et comment vous en emparez-vous? Alors, Monsieur Delorme parlait de responsabilité qui permet vraiment la vie dans les établissements. Il est certain que le chef d'établissement, sa première responsabilité, c'est quand même celle des élèves qui lui sont confiés, des familles. Et puis, nécessairement, les enseignants, les personnels OGEC, dont on est véritablement en charge et dont on doit assurer l'épanouissement aussi. Et favoriser, et ça passe essentiellement par la favorisation du dialogue et de la compréhension de chacun. Vous avez une méthode justement pour favoriser ce dialogue à titre personnel? Comment vous faites-vous? Alors en fait, le fait d'être chef d'établissement, on n'est pas chef d'établissement seul, on n'est pas du tout isolé. On travaille en réseau, alors évidemment par rapport à tout ce dont vous avez parlé au niveau des instances officielles du rectorat, de l'académie, mais aussi en lien avec nos tutelles. Donc moi j'ai la chance d'être dans une double tutelle, à la fois diocésaine et congréganiste, et le fait de référer l'action que l'on a à un projet de tutelle, et moi j'ai la chance aussi de pouvoir le faire au niveau du national en travaillant un petit peu dans le cadre des laboratoires des initiatives, c'est vraiment nourrir la posture du chef d'établissement dans cette dynamique de responsabilité partagée. Donc après, très concrètement en établissement, moi j'arrive dans un établissement, c'est relire ce qui se vit dans l'établissement, voir comment est-ce que le projet de tutelle est incarné de façon très concrète dans des projets, et puis se dire, mais à partir de ce que nous avons entre les mains, comment est-ce qu'on va vivre, par exemple, la mixité sociale sur Dunkerque, comment fait-on pour vivre cette mixité sociale ensemble et réfléchir à partir de la parole des jeunes, des professeurs, des personnels OGEC, sur la manière dont chacun va s'impliquer. Donc ça veut dire que concrètement, faire vivre un projet d'établissement, c'est partager la responsabilité que chacun emporte. Vous faites donc vivre une communauté dans son territoire, Dunkerque. Ça donne quoi? Il y a des liens qui sont créés de partage aussi et de responsabilité commune en dehors de l'établissement?
Alors déjà, travailler avec le tissu associatif, par exemple des projets très, très, très simples, mais en même temps formidables et qui peuvent se distinguer sur le handicap à travers une mini-entreprise qui va, avec les élèves, développer la motorisation de fauteuils roulants, par exemple. C'est travailler avec Entreprendre pour apprendre sur Dunkerque, qui est une association qui est vivante et qui fait que nos jeunes sortent de l'établissement pour voir comment fonctionne le monde de l'entreprise et que les enseignants aussi, en accueillant ces chefs d'entreprise ou ces personnels associatifs, se décloisonnent en fait, prennent bien conscience que le fait de travailler dans l'établissement doit amener à s'ouvrir sur le monde qui les entoure de façon très concrète. Donc oui, on travaille autour de ce qui se passe dans la ville. Et après, à mon niveau en tant que chef d'établissement, en district, avec des chefs d'établissement qui se réunissent à peu près 4 ou 5 fois par an autour de grandes thématiques qui peuvent être le mouvement des maîtres en ce moment, mais aussi nos projets en pastoral, ou alors mutualiser les moyens pour les écoles qui n'ont pas les moyens, par exemple, d'avoir une comptable. Très bien. Quel est le rôle des élèves à vos yeux sur cette question de responsabilité? Les associez-vous? De quelle manière? Alors, il y a des instances officielles, hein, les délégués, par exemple, qui vont s'impliquer dans certaines instances. Après, on peut aussi créer ce qu'on appelle des conseils de vie donc collégiennes. C'est plus fréquent au lycée, mais au collège, c'est tout à fait possible. Et là, on peut leur donner la possibilité de monter et de créer des projets. Après, il y a quelque chose, moi, qui me tient à cœur. C'est pas simplement ce que l'on va proposer aux jeunes, mais comment ils vont s'en emparer eux aussi pour s'impliquer et se responsabiliser et s'engager. Et donc, par exemple, dans l'établissement, on a monté un forum d'action sociale depuis 2 ans, en lien avec les associations du Dunkerquois. Et donc, nos jeunes savent qu'ils vont devoir s'engager dans la durée, auprès de personnes âgées, dans l'établissement pour faire du tutorat auprès des plus petits, au niveau de la restauration scolaire, au niveau du compostage, du recyclage des déchets. Il y a vraiment plusieurs pistes. Et ce qui est intéressant, c'est que nous venons leur proposer des pistes, mais il faut aussi qu'eux se sentent capables de nous en amener, qu'ils se sentent entendus. Donc ça veut dire dégager des temps, dégager des espaces où la parole des élèves peut être accueillie et sécurisée. Philippe Delorme, je reviens vers vous avec toute cette expérience qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin encore? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour demain? Est-ce qu'il y a encore des marges de responsabilité à gagner? Dans le partage, vous voulez dire? Dans le partage de préférence. Oui, parce qu'on peut toujours améliorer le dialogue, le temps de partage. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu pris par l'urgence et du coup, on manque trop souvent de temps pour échanger en profondeur. Et puis, il y a un point de vigilance, à mon avis, à avoir aussi, c'est que nous avons des chefs d'établissement qui sont de plus en plus submergés par des questions administratives, par des questions légales, par des questions budgétaires, etc. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à une réflexion de fond. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle soit abandonnée, mais si vous parliez d'axes d'amélioration, pour réfléchir ensemble et partager ensemble les préoccupations éducatives et pédagogiques qui doivent demeurer au cœur de nos projets. Alors, il ne s'agit pas de réinventer des instances parce qu'on croule sous les instances, mais plutôt de s'interroger comment favoriser le dialogue au quotidien et d'une façon simple et efficace pour que chacun puisse prendre réellement sa part de responsabilité, les élèves, les enseignants, les personnels, les parents, très important, comment on peut aussi davantage associer les parents d'élèves. Aujourd'hui, il y a des associations de parents d'élèves très efficaces et qui font du bon travail, mais nos chefs d'établissement souffrent d'une minorité de parents qui sont consommateurs et contestataires parfois. Je pense que plus on va les associer, plus on va partager la responsabilité, notamment éducative, dans le cadre de nos écoles et même au niveau du diocèse, mieux ça se passera. Et donc là, il y a un enjeu par rapport à ça, pour rassurer, parce que plus on sera dans la responsabilité en partage à tous les niveaux, plus on va faire tomber des peurs et des craintes qui habitent nos familles, qui habitent parfois nos enseignants, nos personnels, nos chefs d'établissement et parfois aussi certainement le directeur de Cézanne. Mais voilà, il faut trouver des moyens d'un dialogue permanent et constructif qui permettent vraiment de dépasser certains obstacles qui peuvent être des freins à une vraie construction commune, au service des jeunes. N'oublions jamais pourquoi on est là. C'est toujours pour les enfants et les jeunes qu'on est là.
Est-ce que le projet d'établissement lui-même pourrait peut-être être revisité à la lumière de tous les membres de la communauté Moi, éducative? je vais me situer d'abord au projet diocésain. On a quand même, nous, établi sur le diocèse de Créteil, comme beaucoup de diocèses, hein, un projet diocésain qui sert quand même de référence, y compris pour les établissements sous tutelle congréganiste, qui ont après leur propre projet et on s'enrichit les uns des autres. On n'est pas en concurrence, on s'enrichit. Donc oui, quand il y a des choses écrites, ça peut aider à faire bouger les lignes. Après, il y a un point de vigilance absolue, c'est que nos écrits soient en cohérence avec ce que l'on vit au quotidien. Sinon, on est un contre-témoignage, et ça, c'est dévastateur. Agnès Revel, je vais vous laisser le mot de la fin sur cette question de projet d'établissement et de cohérence avec ce qui se vit et d'éventuels freins qui peuvent venir aussi des parents ou de certains enseignants peut-être. Comment est-ce qu'on met tout le monde sur la même voie pour s'engager ensemble ? Alors moi, il me semble que par rapport au projet d'établissement, on a la chance d'avoir des pères fondateurs qui depuis très longtemps ont dit des choses qui sont d'une modernité exceptionnelle et qu'on gagne à redécouvrir. Donc on ne va pas inventer des choses qui ont déjà été faites. Je pense que c'est notre rôle en tant que chef d'établissement et de tutelle aussi de découvrir et de relire. Et après, dans nos équipes et dans nos projets, d'être très modeste sur la façon dont on va incarner ça, sans chercher à faire des projets paillettes, mais vraiment à ce que chacun puisse trouver sa place et soit dans une dynamique de collaboration. Je pense aussi beaucoup à la place de la famille. Les parents ont beaucoup à nous apprendre, par exemple, par rapport à tous les troubles des apprentissages, par rapport, vous voyez, comment est-ce qu'on intègre véritablement les enfants à profils différents aujourd'hui. Les parents ont plein de choses à nous apprendre, par exemple. Très bien, Agnès Revel et Philippe Delorme, merci beaucoup. Je vous invite tout de suite à suivre un petit reportage qui a pris la température auprès des participants du campus sur leurs attentes et sur leurs premières réponses et leurs premières réflexions. À tout de suite. Alors, la responsabilité, c'est sans doute pour moi, d'abord les premiers mots qui me viennent, c'est oser, avoir de l'audace. C'est pas nécessairement vérifier en permanence si on a le droit de faire, c'est plutôt d'oser des chemins nouveaux et de les assumer. Ça ne veut pas dire qu'on est irresponsable par rapport à une responsabilité institutionnelle, mais ouais, c'est oser faire des choses et du coup être authentique. Alors pour moi, la responsabilité, c'est déjà de partager avec les autres. Bien, ce que j'attends des réunions, c'est d'essayer de faire évoluer peut-être la responsabilité au sein des établissements scolaires, c'est-à-dire d'essayer de faire plus confiance aux élèves qui prennent des projets en main un peu seuls, mais toujours d'une manière encadrée. Mais qu'on donne un peu la confiance aux élèves, un peu plus que maintenant. Oui, alors chez nous, les parents d'élèves se mobilisent pour créer du lien dans l'établissement, notamment en allant à la rencontre des différents personnels et des différents membres de la communauté éducative qui existent en fait dans l'institution. Alors ça peut être tout simple, c'est-à-dire être au niveau de l'accueil avec son paquet de chouquettes et puis sa cafetière et dire voilà, je viens prendre un café avec vous, je viens tel jour et puis on peut discuter ensemble et puis échanger. Et donc on se rend compte que les gens apprécient et du coup ça permet de faire beaucoup de choses au sein de l'établissement. Alors nous avons décidé dans l'équipe de mettre en place une charte qui est présentée aux parents dans laquelle on s'engage en tant qu'équipe à ne pas parler de quelqu'un sans être certain que ce qu'on dit est vrai, utile et respectueux. Alors nous on espère que l'effet que ça a, c'est qu'on arrive à se parler en vérité. On essaie de donner de l'importance, une vraie importance à la parole de chacun, autant les adultes que les enfants. Donc on a l'image d'un arbre, faire en sorte que pour que cet arbre pousse droit, on tire 2 tuteurs qui sont ancrés, ces tuteurs, et qui permettent à cet arbre de pousser droit. Donc un tuteur de la famille et un tuteur de l'école. Ce qui me surprend, ou plutôt à quoi je résiste, c'est tout ce qui pourrait s'exprimer, qui renvoie aux autres qui ne font toujours pas ce qu'ils devraient faire. Alors que les gens font déjà beaucoup de choses. De retour
sur le plateau, ici au campus au Murau, où nous accueillons Sarah. Sarah Pillot, bonjour, vous êtes en première bac pro gestion administration. Bonjour. Et j'accueille également Sabine Lissillour. Vous êtes professeure de sciences physiques à Paris. Et Sarah, vous êtes en Haute-Saône, excusez-moi, vous êtes lycéenne en Haute-Saône. Je commence avec vous, Sarah. Vous qui êtes lycéenne, est-ce que vous avez eu une occasion de vous emparer d'une forme de responsabilité dans le cadre de vos études? Nous, en tant que lycéens en bac professionnel, il nous est consacré 2 heures par semaine, où on a vraiment des heures consacrées à nos projets. Et en fait, sur ces projets, on a décidé cette année, en tant qu'élève, de prendre la décision des projets qu'on voulait faire. Donc on a choisi la SPA et un club de foot, où on peut vraiment s'investir dedans. Et au fait, au sein des projets, on se sent utile, on est autonome. Et le prof est vraiment là juste en tant que référent. Et il nous laisse vraiment nous débrouiller, ce qui nous permet vraiment de nous faire une prise en main pour les stages, en fait. Et comment s'est passé ce choix? La responsabilité, ça a été compliqué de s'en emparer dans la classe ou ça a été assez simple en fait? Il y a eu un vote? Ça a été compliqué. En début d'année, on a discuté donc chacun de nos idées de projet. Les filles tenaient beaucoup à cœur à la SPA, pour certaines qui étaient bénévoles là-bas. Moi, ça me tenait beaucoup à cœur mon club de foot, donc on en a parlé tous ensemble, on a débattu. Il y a eu un projet aussi, il y avait une idée de basket, d'un jeu d'échecs. Et donc on a débattu et après on a voté. Donc les deux qui sont ressortis, c'était la SPA et le foot. Donc on a vraiment continué à développer cela. Et on a vraiment, dès qu'ils ont besoin de nous au niveau des événements, tout ça, on est tout le temps là avec eux bénévolement. Donc nous, ça nous va pour nous parce qu'en tant que dans notre filière gestion administration, ça rentre vraiment dans notre cursus scolaire. Donc ça nous apporte vraiment beaucoup de choses et on se sent vraiment autonome en fait. Alors vous êtes actrice déjà de votre futur et ça vous met aussi un pied à l'étrier, comme vous le disiez, pour le futur professionnel. C'est ça que vous attendez du lycée aujourd'hui? Il faut pas être simplement là pour suivre des cours, c'est ça votre idée? Oui, totalement, surtout nous en bac pro, ce qu'on recherche c'est vraiment nos profs, on ne cherche pas à être, ils sont devant au tableau et on copie. On veut vraiment être acteur de ce qu'on fait et en fait en faisant ça vraiment on se sent responsable en fait. Ça nous donne de l'autonomie et ça nous aide à nous débrouiller seuls. Sabine Lissillour, je vais vous passer le micro. Je vais faire comme ça. Voilà. Vous, cette question de la responsabilité, vous la vivez comment dans votre lycée à Paris? Est-ce que les élèves aussi s'en emparent, comme le fait Sarah de son côté? Alors, plus ou moins. Quand on regarde la responsabilité en partage dans une classe de lycée, il y a plusieurs types d'intervenants tout d'abord. Alors, tout d'abord, les élèves. Ça, bien sûr, c'est le cœur du métier. Les élèves, lorsqu'ils sont en cours, effectivement, savoir susciter l'adhésion des élèves et les rendre acteurs, c'est la chose la plus délicate, finalement, de susciter l'adhésion, par exemple en annonçant clairement les objectifs, en expliquant clairement l'utilité de tel type d'exercice ou d'activité faite en groupe, les projeter aussi dans l'évaluation potentielle qu'il y aura à la fin, ça les implique totalement et le professeur, s'il met tout ça en place, devient finalement médiateur. Un simple médiateur et l'idéal, bien sûr, c'est cet élève qui adhère comme Sarah le fait et c'est là que tout se bâtit, c'est le plus efficace. Avec les élèves aussi, au-delà de l'apprentissage, il y a aussi tout ce qui est la vie de classe. Et ça, quand on est professeur principal, c'est quelque chose qui est incontournable, la vie de classe, tout ce qui se passe en dehors des cours, c'est pendant la récréation, pendant les intercours, sur les réseaux, quand les adultes ne sont pas là. Et là, le rôle des élèves délégués, c'est aussi une responsabilité de conditions de vie qui est totalement partagée avec ces élèves délégués, de préparation aussi des conseils de classe, du retour du conseil de classe après. Donc là, c'est quelque chose qui se fait en équipe avec ces délégués qui sont dans la classe. Et puis, quand on est en première et en terminale, se profilent les études supérieures. Et là, on a une responsabilité aussi qui est très importante, c'est celle de projeter le jeune dans le monde de la vie étudiante ou professionnelle directement. Et là aussi, c'est une responsabilité, alors partagée avec le jeune, mais bien plus largement avec la famille, avec les parents. Et c'est une série de dialogues. Les parents que l'on voit finalement peu, on peut se poser la question de les voir plus souvent à ce moment-là, mais c'est le jeune qui va être le pivot de toute cette articulation de la création d'un projet de vie finalement, parce que le but des études, c'est de se préparer à la vie
professionnel et d'avoir un projet de vie qui soit en accord avec son éthique, avec le lieu de vie, avec beaucoup de paramètres. Et puis bien sûr, quand on est professeur, la grande responsabilité partagée, en partage, c'est celle avec ses collègues. On est une équipe de professeurs et bien plus largement une équipe éducative. Aussi bien la personne qui s'occupe de l'accueil à la porte des élèves, que l'infirmier ou l'infirmière scolaire, que tous les membres qui travaillent pour l'école, le professeur est au milieu de cette équipe et donc de fait en partage. Et ça s'exprime à un moment plus particulièrement, c'est le conseil de classe, où là vraiment tout se croise et beaucoup de choses se jouent, mais c'est un organe essentiel, ce conseil de classe, pour comprendre la complexité d'un jeune et l'accompagner au mieux. Donc voilà, là c'est quand même une belle palette de responsabilités en partage. Et cette responsabilité en partage, est-ce qu'elle implique du consensus nécessairement, ou est-ce que, au contraire, parfois ça peut frotter, on peut s'opposer à son collègue professeur Bien ou sûr, à son élève? Bien sûr. Alors, c'est pas tout rose non plus. C'est pas tout rose. Ça, c'est sûr qu'il y a des temps d'écoute qui sont nécessaires. Et puis, il y a des moments où il faut prendre des décisions. Quand on est professeur principal et qu'on doit avertir un élève pour un comportement inapproprié, certains professeurs sont pour, certains professeurs sont contre. C'est sûr qu'il y a des décisions à prendre. Et là, souvent, on utilise la voie démocratique, heureusement, avec un vote. Mais c'est vrai que c'est des débats qui peuvent prendre du temps, et il faut prendre ce temps. Parce que finalement, tout se joue là. Tout se joue là. On voit la complexité du jeune qui est face à nous, qui se révèle en français et qui peine en espagnol, par exemple. Et on essaye de comprendre pourquoi. Entre professeurs, on se répond les uns les autres pour trouver des solutions et des parades. Et Sabine Le Sillon, vous êtes une jeune enseignante, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où, quand on est un peu plus âgé, on peut céder à la résignation? Enfin, c'est cet engouement que vous avez là, vous l'aurez toujours? Oh, ça, je pense que oui, parce que les jeunes d'année en année sont tous différents. Oui. Et finalement, c'est enthousiasmant parce que chaque année est différente. Et on a des classes, tous les professeurs ont ça, on a des classes où on rentre avec peut-être un peu moins de plaisir, puis d'autres avec passion, parce que la rencontre qui est vécue à ce moment-là est toujours exceptionnelle. Je pense qu'élèves comme professeurs, on attend toujours ce moment-là justement de la rencontre éducative et qui se voit quand les élèves lèvent la tête et entendent la sonnerie, disent déjà à la fin du cours. C'est quelque chose qui est enthousiasmant et qui donne envie de revenir tous les jours. Et ça, je pense, très longtemps. D'accord. Sarah Pillot, côté élève maintenant, je vais vous repasser le micro. Est-ce que vous aussi, vous êtes enthousiasmée par l'ensemble de vos professeurs? Est-ce que cette vision est partagée de l'engouement et de la responsabilité partagée? On a vraiment... Il y a toujours des profs qu'on aime un peu plus que d'autres. Mais en cours professionnel, en fait, nos profs, ils ont vraiment un passé où ils n'ont pas toujours été profs. Ils ont été dans la vie en entreprise. C'est vraiment des profs où c'est plus des intervenants, où on va dialoguer avec eux, ils vont nous parler de ce qu'ils ont vécu, et ça nous intéresse vraiment beaucoup plus que d'écrire des cours pendant 1 heure. Oui, donc l'expérience autre que celle de professeur peut être bénéfique. Je pense que vous êtes d'accord aussi, mais comment on fait quand... je vais repasser le micro à Sabine. Comment on fait quand on est prof, formé prof, et qu'on a envie de continuer à être prof, mais qu'on sait qu'on a aussi à apprendre peut-être d'un autre milieu professionnel? Ah, ben là, il faut être curieux. Et c'est sûr, il faut oser sortir de l'école. Ça, c'est essentiel. Je pense que dans le monde complexe dans lequel on vit, on ne peut pas, honnêtement, quand on est professeur, rester cantonné à sa salle de classe. C'est impossible, effectivement, on est obligé de sortir. Et ce qui fait aussi la richesse d'un professeur, c'est tous ces engagements annexes qu'il a à côté. Mais comme toute personne dans une entreprise, c'est sûr que son passé permet de raccrocher, de donner du sens à des apprentissages. C'est quelque chose qui est essentiel pour motiver les jeunes, de comprendre l'intérêt d'apprendre telle notion, parce que dans la vie professionnelle, il y aura une application très concrète. Ça, c'est sûr que c'est tout l'art subtil de l'enseignement, c'est de donner du sens. Mais c'est délicat. C'est vrai qu'il y a des jours où on est en forme, on y arrive bien, puis d'autres jours on est fatigué et ça passe un peu moins bien. Et puis ça dépend aussi des jeunes. C'est des choses très subtiles qui sont dans la relation humaine.
Et là, c'est un équilibre subtil. Très bien, donc je retiens qu'il faut oser sortir quand on est prof, il faut aussi s'engager à l'extérieur quand on est élève. Est-ce que vous voulez conclure d'un autre mot ou est-ce que... Écoute, moi j'ai envie de souhaiter le meilleur à Sarah parce qu'elle a déjà tout compris. Elle est actrice de ses apprentissages et finalement l'essentiel est là. C'est de bien retenir que le professeur n'est qu'un médiateur et c'est aux jeunes de construire, d'où cette responsabilité en partage avec le jeune. Et Sarah en est un très bel exemple. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, pour qu'il n'y ait pas que quelques élèves comme Sarah qui soient concernés par cette responsabilité en partage? Mais déjà, c'est pas être tout seul. Je pense que vraiment l'axe majeur, c'est d'être en équipe largement déployée d'adultes. Et le fait d'être en équipe, forcément, on trouvera des solutions pour atteindre tous les jeunes, même ceux, on entend souvent, je m'ennuie. Et c'est sûr que si on ne propose pas des solutions originales, plusieurs avec des actions fortes qui sont menées par plusieurs adultes et pas par une personne isolée dans son coin, c'est sûr que là, c'est sans doute l'une des clés de la réussite d'un projet qui va stimuler tout le monde au final. Merci beaucoup Sabine Liceo, merci Sarah Pillot et merci à tous de nous avoir suivis pour ce direct au Muro. Je vous dis à très bientôt.